Ça fait maintenant quelques jours déjà qu'est sortie l'affaire des Paradise Papers, l'occasion de parler un peu du merveilleux monde de la fiscalité. Le nom évoque déjà l'affaire précédente des Panama Papers. En plus de ça, on parle également de fuite de documents confidentiels, on parle encore de paradis fiscaux, et même les gens qui ont travaillé sur l'enquête sont les mêmes. Ils font partie du consortium international des journalistes d'investigation qui regroupe 96 médias dans différents pays et qui est représenté en France par le journal Le Monde. La différence, c'est ce que ces documents révèlent. Les Panama Papers traitaient de fraude fiscale, c'est-à-dire l'action de cacher de la thune illégalement pour payer moins d'impôts. Les Paradise Papers, c'est différent, c'est davantage un sujet d'optimisation fiscale. Il s'agit également de payer moins d'impôts, mais cette fois-ci tout est légal. C'est tellement légal d'ailleurs que nous sommes même encouragés à en faire d'une certaine manière. Par exemple en France, il y a la loi Pinel qui permet de réduire de 6 000 € par an l'impôt des gens qui achètent une maison. L'objectif là, c'est d'encourager à acheter et bâtir des logements avec une incitation fiscale. J'imagine qu'il est possible de refuser la réduction d'impôt, mais ça doit être assez rare. Il reste que ça, c'est quand même une forme d'optimisation fiscale. Par contre, la loi Pinel est visible dans la loi française, et si elle est là, c'est que d'une certaine manière, on considère que c'est une optimisation fiscale utile. Salut! Alors que la possibilité de ne pas payer de TVA sur un jet privé, par exemple, ça c'est affiché nulle part dans la loi française et ça n'a jamais été considéré comme un truc souhaitable par le gouvernement ou la population française. Par contre, il est possible de créer une société bidon dans un paradis fiscal qui achète un jet sans jamais payer de TVA. Mais plutôt que de partir sur le pitch traditionnel de l'entourage de la reine d'Angleterre qui évite des impôts ou du jet privé sans TVA du pilote de Formule 1, on peut prendre le problème par un autre bout. Il était une fois un État. Cet État est souverain, c'est-à-dire que dans ses frontières, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Une chose que font tous ceux qui dirigent des États, c'est de créer des taxes et des impôts. Il y a des États avec une large population, une histoire qui leur a permis d'avoir pas mal d'infrastructures, d'avoir sur leur sol de très grosses entreprises, et puis pas mal de richesses à taxer. Et puis, il existe aussi des États avec une petite population, avec une petite richesse et une histoire sans roi ni soleil. Par contre, ils sont aussi souverains que les grands États et eux aussi peuvent créer des taxes ou des impôts comme ils veulent. Le truc, c'est qu'une petite population ne facilite pas vraiment la création d'industrie et que si ton État est perdu sur une île au milieu d'un océan, ça devient juste impossible d'avoir une économie qui tient la route. Plutôt que de tenter d'entrer en compétition avec de gros États sur des domaines où ils ne peuvent pas faire grand-chose, un petit État peut arranger ses lois pour capter une fraction de la richesse des plus gros et faire en sorte que le rocher perdu dans l'océan qui lui sert d'État soit un peu plus vivable, voire carrément paradisiaque. Par exemple, en supprimant la taxe sur les entreprises, il est possible d'attirer certaines activités commerciales qui viennent profiter de la fiscalité tout en opérant dans les gros États. Il s'agit pour elles en fait d'y faire venir leurs revenus pour payer un minimum d'impôts, tout en continuant à opérer là où les richesses sont, dans les grands États. Il suffit en fait de leur faire payer une toute petite taxe et puis tout le monde est content. Par contre, pour faire ça, il faut être assez calé en droit et en affaires pour trouver les failles de la fiscalité des autres pays et comment les exploiter. Comme cette expertise permet de brasser pas mal de thunes, il y a des gens qui sont prêts à faire le déplacement pour capter une partie de ces revenus. Petit à petit, ces experts commencent à prendre du pouvoir sur l'île et on se retrouve assez vite avec un ministre des Finances qui gère aussi la plus grande banque de cette île, tout en faisant en sorte que ce petit État soit le meilleur à capter la richesse des grands États. Au final, tout le monde s'y retrouve. Les élites locales, les étrangers qui viennent y travailler, et ceux dont on n'a toujours pas parlé, les clients des services qui sont créés par la législation fiscale plutôt accueillante de cette île. Enfin, pour la population locale, la situation est un peu moins évidente, mais ça demanderait beaucoup plus de recherche. Cette histoire est assez cliché et très raccourcie, mais il me semble qu'elle est utile pour comprendre pourquoi les paradis fiscaux existent et pourquoi ils tiennent à leur position. Mais par contre, elle permet aussi de se poser une question intéressante. Comment est-ce qu'ils trouvent des failles dans les législations des grands États? Est-ce que c'est de l'incompétence ou une sorte de complot? En fait, c'est surtout parce que l'histoire que j'ai racontée n'est pas complète. Les paradis fiscaux, c'est pas un problème de la France contre des petites îles qui nous font un peu chier. C'est plus une question de compétition fiscale internationale. Petits ou grands États, tous essayent de capter ce qu'ils peuvent là où ils peuvent. Et si les paradis fiscaux existent sous la forme que l'on connaît, c'est surtout parce qu'il y a d'autres États qui ont développé une législation qui permet leur existence. C'est le cas de l'Irlande par exemple, qui accueille les sièges européens des grandes entreprises numériques, en grande partie parce qu'elle offre la possibilité d'envoyer les recettes réalisées dans toute l'Europe aux Bermudes, un paradis fiscal et territoire britannique. Mais l'Irlande est un petit joueur, parce que plus important encore, il y a le Royaume-Uni et leur équivalent de nos territoires d'outre-mer, qui comptent parmi les paradis fiscaux les plus paradisiaques. L'île de Man, par exemple, permet de créer une entreprise pour importer un jet privé dans l'UE sans payer de TVA. Il est aussi possible de faire pas mal de choses depuis la Suisse ou les Pays-Bas, où il suffit de créer une entreprise vide pour pratiquer une optimisation fiscale, et ça n'a même pas l'air très dur à faire. Une étude de Corpnet qui analyse les flux commerciaux, donc les échanges entre les pays, estime que c'est par ces pays conduits que transitent plus de 40% des flux qui finissent dans ce qu'ils appellent les SINC, autrement dit les paradis fiscaux. Et pour ceux qui veulent savoir concrètement comment ça fonctionne, je vous propose de taper ce code secret sur un moteur de recherche. Double irlandais et sandwich hollandais.
Bref, voilà d'où viennent les failles dans les législations des pays européens. Du côté des solutions à ce problème, il y a actuellement deux organismes à suivre. Premièrement, il y a l'Union européenne, parce qu'au final, l'optimisation fiscale dans les pays de l'Union se passe principalement par le biais d'un pays membre. Le gros problème de l'Union européenne, c'est sa gouvernance. Il faut l'unanimité pour modifier des règles fiscales, donc que chaque État soit d'accord. Forcément, les gouvernements des pays qui profitent le plus de la situation ne vont pas se presser à voter des trucs qui iraient à l'encontre de leurs intérêts. Et l'avantage des affaires comme les Paradise Papers, c'est justement qu'elles créent une pression politique. D'abord parce que les affaires concernent aussi les États qui servent de conduit à l'optimisation fiscale. Les Paradise Papers montrent que la population britannique dans son ensemble ne profite peut-être pas tant que ça des arrangements avec l'île de Man et de tous leurs autres territoires d'outre-mer, alors que l'entourage de la reine d'Angleterre en profite d'une manière beaucoup plus concrète. Et puis c'est aussi une pression supplémentaire des populations des pays européens qui sont opposées à l'ampleur de cette pratique et qui se sentent volées. L'autre porteur de solution, c'est l'OCDE, un organisme international qui regroupe 35 États majoritairement européens et dont l'objectif est de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde. Mais cet organisme ne dispose pas de police pour imposer la mise en place de mesures contre l'optimisation fiscale, et le fait que certains de ses membres, comme le Luxembourg, ont des législations fiscales qui peuvent être considérées comme arrangeantes, n'aide pas vraiment. Ce qui ne veut pas dire que rien n'a été fait. Il y a déjà eu des avancées sur le secret bancaire ou le partage d'informations, et puis l'OCDE a créé le BEPS, une convention qui regroupe 70 États qui s'engagent à mettre des dispositifs en place pour éviter les pratiques d'optimisation fiscale des multinationales. Les résultats devraient être très concrets et permettre de réduire les pratiques les plus agressives d'optimisation fiscale, mais ne résoudront pas le problème en lui-même. On risque de revoir des Something Papers ou des Stuff Leaks sortir dans les années à venir. Pendant cette vidéo, la France semble surtout avoir un rôle de victime, mais comme je l'ai dit, tous les pays sont dans cette compétition fiscale, et si la France ne permet pas à ses territoires d'outre-mer de devenir des paradis fiscaux, ça ne veut pas dire que la France ne joue pas à ce jeu. La France a une fiscalité particulièrement sympa envers les riches du Qatar et de plusieurs autres pays du Golfe. Pas d'impôt sur le revenu s'ils louent des logements en France par exemple. Au final, on est tous le paradis fiscal de l'autre. Certains sont sans doute pires, mais une fois qu'on arrive à ce point, un monde sans optimisation fiscale est-il possible ? Dans le monde tel qu'il est organisé, avec des États souverains, capitalistes, globalisés et sans frontières en mouvement d'argent, les paradis fiscaux font en quelque sorte partie du système. Il y aura toujours un État qui a un intérêt à modifier sa législation pour attirer des gens ou des activités. Et dans ces conditions, ce qui peut être modifié, c'est surtout l'ampleur du phénomène. Les pratiques d'optimisation fiscale décrites par les Paradise Papers sont souvent difficiles à justifier et risquent d'abîmer la volonté à payer l'impôt, parce qu'au final, pourquoi quelqu'un devrait payer la TVA pour acheter un vélo quand son voisin ne paie aucune taxe pour son jet privé? Et là on arrive tout doucement sur le terrain de la justice et de la morale. Si vous souhaitez en parler, vous pouvez venir sur notre Discord, on va y être dans les heures qui suivent la publication de cette vidéo, on pourra discuter ensemble, répondre à vos questions, et puis si vous voulez, vous pourrez aussi partager vos conseils d'optimisation fiscale et vos paradis fiscaux préférés. Je profite de ce moment pour parler de nos tipeurs qui, malgré l'absence d'incitation fiscale, ont fait le choix de soutenir notre travail. Merci beaucoup à tous. Et puis comme vous avez été très nombreux à nous demander de faire un épisode sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, eh bien ça arrive très vite. Il y en aura même 3, avec d'abord une petite capsule de 2 minutes, suivie de 2 grosses vidéos de 10 minutes. C'était Stupid Economics. Sur ce... Au fait, est-ce que t'as déjà cliqué sur la cloche? Parce que comme ça, tu ne louperas pas les vidéos sur les crypto-monnaies.